Hey, ça, j'aimerais ça la trouver, cette personne-là qui a eu cette idée de fou-là de dire que c'était ça un boss. Ouais. La sécurité psychologique puis de l'inclusivité, ce n'est pas de ne jamais se dire des choses qui nous déplaisent. On va être honnête, OK? On enlève les masques et on se dit les vraies affaires ensemble. Là. Oui. Les Judicieuses sont présentées par Genesis Rive-Sud. Le luxe, judicieusement pensé. Pendant longtemps, être patron rimait avec posture rigide. Décider vite, ne jamais douter, garder ses émotions pour soi. Annie Boilard accompagne depuis près de 20 ans des leaders, des équipes de direction et des organisations dans leur transformation humaine et stratégique. Spécialiste en développement organisationnel, coach, formatrice, conférencière et autrice, elle observe de l'intérieur ce que vivent vraiment les gestionnaires. En 2025, elle a publié son premier livre intitulé « Le problème, c'est le boss ». Enfin, je pense, un ouvrage qui propose des outils concrets pour améliorer les relations de travail. Aujourd'hui, on parle d'autorité, d'image, de vulnérabilité et de pouvoir, et de ce que ça signifie en 2026 être un boss qui inspire sans écraser. Parce que derrière la figure d'autorité, il y a toujours un être humain. Merci Annie d'avoir accepté notre invitation. Ça fait tellement plaisir d'être avec vous deux. Merci. Bienvenue aux Judicieuses, Annie. Quand tu repenses à ton premier boss, il ressemblait, il ou elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais il ou elle ressemblait à quoi? Écoutez, c'était pas le pire des patrons. C'était un garçon, c'était pas le pire des patrons. J'étais gamine à l'époque, je travaillais dans un dépanneur étant étudiante. Mais si j'avais un apprentissage à tirer de ça, c'est la différence entre une personne qui est absente puis quelqu'un qui fait confiance et qui encourage ses équipes. C'est que certainement, c'était pas un boss écrasant. On est tous d'accord, puis ça serait pas, on pourrait pas faire de relation avec ça en 2026. Mais c'est intéressant de déposer le fait que d'être un boss qui est absent, c'est pas nécessairement mieux. Ça peut laisser croire aux équipes que c'est mieux parce qu'il n'y a pas de micromanagement, parce que les gens sont autonomes, ils prennent leurs propres décisions. Mais des fois, ça fait qu'il manque d'alignement dans l'entreprise et les entreprises, les employés ne se sentent pas soutenus. Et selon toi, d'où vient cette image du patron dur, distant, inébranlable qui colle moins en 2026, on va se dire, mais qu'il y en a encore? Hey, ça, j'aimerais ça la trouver, cette personne-là qui a eu cette idée de fou-là de dire que c'était ça un boss. Oui, ça part d'où? Je sais pas ça vient d'où. Moi, l'image qui me vient en tête, c'est Marvel avec tous les super-héros, là, comme si c'était des Superman et tout ça. Mais quelle image à déconstruire, absolument. À déconstruire pour les équipes, mais aussi pour les gestionnaires. La première chose, c'est que quand on regarde les statistiques, on sait que les gestionnaires en général au Québec ont des enjeux au niveau de leur santé mentale. Et ça devient de plus en plus important. Je nous partage une statistique qui venait de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui disait justement que c'est 8 entrepreneurs sur 10, là, je vais de mémoire, qui ont soit connu un épisode d'enjeu de santé mentale qui a requis un arrêt de travail ou qui connaissent un entrepreneur dans cette situation-là. C'est énorme. C'est énorme. Rappelons que la BDC, maintenant, a inclus les indicateurs de santé mentale dans leur processus de validation puis de décision au niveau des entreprises, de l'accompagnement des entreprises. Pour moi, cette espèce de mythe là, du leader super-héros meilleur que tout le monde qui ne met jamais un genou par terre, je trouve que c'est d'abord et avant tout les leaders qui se mettent dans une position qui est insoutenable et puis ils finissent par eux-mêmes en payer le prix avec leur propre santé mentale. Je trouve que c'est très triste, cette image de fou-là, sans compter que pour les équipes aussi. Ensuite, c'est difficile d'aller voir les patrons puis d'avoir des conversations transparentes. C'est difficile de soi-même faire preuve de vulnérabilité, de sensibilité. Si on est face à une personne qui nous paraît ne jamais avoir ces vulnérabilités, cette réalité, je trouve que de défaire cette espèce de piédestal, puis on pourrait argumenter, là, est-ce un piédestal? En tout cas, moi, je vois ça beaucoup comme de la protection à outrance. Là, mais bon, disons, une fois qu'on descend de ça puis qu'on parle plus de humain à humain, ça l'ouvre la porte à la fois pour le leader de faire preuve, de parler de ses besoins, de ses enjeux, et pour l'équipe de faire de même. Puis pour moi, c'est la meilleure façon de créer un lien de confiance puis de prévenir aussi des absentéismes. Quelle est la plus grande souffrance silencieuse des gestionnaires d'aujourd'hui, selon toi? Il y en a beaucoup, mais pour moi, un des enjeux présentement qui paralyse nos gestionnaires, c'est une conjonction de plusieurs éléments, mais ça finit, la conclusion, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont les mains menottées. Ils ne se sentent pas de pouvoir de gestion. C'est une combinaison de, d'abord, on a connu en 2022-2023 le pic de la pénurie de main-d'œuvre. À l'époque, là, je pense que tous les entrepreneurs ont été marqués au fer rouge. On s'en souvient, hein, c'était tellement difficile de recruter, de conserver ses équipes. C'était fou. Mais on entendait souvent, tu as 2 bras, 2 jambes, je te prends. Oui, c'est ça. Là, j'ai juste besoin d'avoir quelqu'un. C'est formé, puis
C'était effroyable à Ouais. cette époque-là. Et certains gestionnaires ont gardé cette idée que je dois absolument à la fois garder tout mon monde, accommoder tout le monde parce que je vais perdre des joueurs puis je ne pourrai plus recruter. Fait que Ils par ont peur. Ouais, ils n'ont pas Ouais. eu le mémo que Hey guys, on est en 2026. Puis en 2026, là, le taux de chômage a changé. C'est accru, surtout ici dans notre région, c'est accru significativement. Il y a de la main-d'œuvre de disponible et on s'attend des gestionnaires qu'ils prennent des décisions de gestion. On s'attend des gestionnaires qu'ils soient équitables dans la gestion de l'équipe, ce qui veut donc dire que s'il y a des agents, des membres qui sont soit en sous-performance ou qui ont des enjeux d'attitude, que les patrons interviennent. Parce que en l'absence de ces comportements-là, on crée de la souffrance pour le reste de l'équipe. Donc, vous me dites, c'est quoi cette croyance, ce mythe qui est le plus nocif pour les gestionnaires? Pour moi, c'est ces menottes qui viennent un héritage de la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi, en 2026, on va se le dire, si on regarde les réseaux sociaux, là, j'ai LinkedIn en tête de liste, Mhm. mais on ouvre ça, puis sur toutes les plateformes, donnez-moi 30 secondes, je vais vous montrer quelqu'un qui va nous dire Hey, voici c'est quoi un bon boss. Puis je gage avec vous qu'il va y avoir le mot bienveillance dans les premières 2 lignes. Ben, c'est sûr. Alors, ce qui se passe, c'est que les gestionnaires, aujourd'hui, on leur dit il faut que tu sois bienveillant. Puis là, les gens interprètent ça comme il ne faut pas que tu fasses rien qui va déplaire à tes équipes. Il faut absolument que tout le monde t'adule, t'adore en tout temps, parce que sinon, on va dire ah, tu n'as pas été bienveillant. Puis là, 2026, on vous tape sur les doigts, puis là, c'est sur le banc des accusés comme gestionnaire. Et moi, je trouve qu'on gagne à aller chercher de la profondeur dans cette réflexion-là, parce que pour moi, c'est la mauvaise interprétation de la bienveillance. Comprenons-nous bien, puis à titre de gestionnaire, on est tous gestionnaires autour de la table, on est tous d'accord que c'est vrai, on veut être des gestionnaires humains puis faire preuve de bienveillance. Mais l'interprétation du mot est erronée. À mes yeux, de la bienveillance, c'est pas de dire oui à tout le monde et de ne jamais intervenir et que jamais personne ne soit peiné ou frustré. La bienveillance, c'est la façon dont on va faire preuve de courage et partager ces messages difficiles pour assurer le bien-être de l'équipe dans son ensemble. Y a-t-il des gens qui seront frustrés pendant certains jours? Exactement, c'est Julie. sûr. C'est sûr qu'il va en avoir qui vont être frustrés. Et la bienveillance, c'est la façon qu'on va le faire, c'est-à-dire au lieu de cogner sur la tête de l'employé en lui disant T'as encore oublié ça, t'as encore oublié Ouais, ça. c'est la façon. C'est C'est la l'approche. façon. C'est ça. Comment on va faire pour être en mode solution de façon à ce que toi et moi, on constate que cet oubli ne se reproduise plus ou ce retard ou cet écart de performance. On va se mettre en mode solution puis on va trouver avec la personne. Pour moi, c'est ça la bienveillance, mais la combinaison de ces 2 éléments-là, la pénurie de main-d'œuvre, une mauvaise interprétation d'un mot très à la mode dans nos livres de gestion présentement, fait que les gestionnaires s'auto-donnent une compréhension un peu bizarroïde de leur rôle. Et selon moi, ils s'auto-mettent dans des conditions difficiles parce qu'après, il est quasi impossible d'intervenir auprès des équipes puis de se sentir légitime de le faire. Puis après ça, ils ne font que constater un portrait négatif, c'est-à-dire les gens, bien, ils constatent de l'incohérence puis de l'iniquité dans l'équipe. Ça commence à venir miner le climat de travail parce que les gens en parlent ensemble. Mhm. Puis tranquillement, ça va affecter la mobilisation de l'équipe. Puis ça peut même générer des taux de roulement plus élevés parce que les employés qui sont performants, eux, ils veulent jouer dans une équipe où les gens sont performants. Est-ce que la bienveillance, des fois, prend le dessus sur le manque de courage managérial pour certains? Ils se cachent en arrière de ça. Moi, je pense qu'il y a des gens qui prennent cette carte-là de la bienveillance pour justifier des non-interventions. Puis là, ils se disent, moi, je suis bienveillant, Ouais. donc personne ne peut rien me reprocher. Puis ça fait bien l'affaire de bien des gens parce que plusieurs gestionnaires sont inconfortables à avoir ces discussions. En fait, on va être honnête, OK? On enlève les masques, on se dit les vraies affaires ensemble. Là. Oui, on va là. Tous les gestionnaires ont déjà été inconfortables à avoir ces Ben, discussions. c'est Mais sûr. oui. C'est ça. Plus les gens ont de l'expérience, plus on développe de l'aisance à le faire, puis moins Des ça nous outils. affecte, puis des outils. Mm. Mais au début, moi, je connais pas un gestionnaire qui s'est levé un matin puis qui s'est dit hey, moi, je suis tellement content. Aujourd'hui, je vais avoir une discussion compliquée, difficile, émotive Mais non, avec c'est un jamais employé une partie de difficile. plaisir, là. Non. Exactement. Donc, parce que c'est inconfortable, parce que ça nous fait sécréter des hormones négatives Mhm. comme le cortisol, bien, les gens préfèrent se cacher derrière la carte de la bienveillance que de mettre leur culotte de boss puis d'aborder les situations. Mais je suis d'accord avec toi, Judith. Trop facilement, ça devient comme un joker dans le jeu de cartes puis on s'en sort avec Mhm. cette carte-là. Est-ce que, selon toi, on sous-estime la solitude du rôle? Il y a une expression anglaise qui dit « It's lonely at the top ». Mm. Puis, je pense qu'effectivement, puis plus, tantôt, Julie, tu parlais de cette posture un Ouais. peu du super-héros, bien, plus les gestionnaires s'isolent dans cette posture-là. Moi, je trouve que plus ils descendent de leur piédestal, moins ils vont l'avoir. Mais pour être moi-même entrepreneur et moi-même gestionnaire, je la vis, cette solitude. Il n'y a pas de façon absolue
je pense, de l'éviter, même avec un super réseau, même avec des équipes fantastiques, parce que mes équipes, je les adore comme tous les gestionnaires, je pense que c'est du fond de mon cœur. On vit avec une certaine solitude. Je pense elle fait partie du rôle. Ouais. Et je pense que c'est aussi corrélé avec, en partie, pourquoi il est plus difficile que jamais. Que jamais. Donc, il est plus difficile qu'avant de recruter pour des postes de gestion. Parce que là, nous, je nous regarde, là, on a tous quelques printemps derrière la cravate, je vais dire ça poliment. Mais quand on pense aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes gestionnaires, souvent les nouvelles générations ont peu d'appétit pour des postes de gestion. Et là, une des raisons derrière ça, il y a en partie les discussions difficiles dont on parlait, Judith, mais aussi le fait que entrepreneur, le gestionnaire, c'est un rôle qui se joue en solo. Il y a des co-gestions puis des co-entrepreneurs, mais souvent, c'est un rôle qui se joue en solo. Donc, solo, solitude, hein, c'est pas un hasard que ça vient ensemble. Puis souvent, c'est rébarbatif pour certaines personnes et de plus en plus, c'est rébarbatif. Donc, moi, ça confirme le fait qu'effectivement, il y a une solitude un peu incontournable dans le haut de la hiérarchie. Mais moi, je suis contente parce que ce qu'on a développé ensemble, ça fait partie qu'on se sent moins seul. On se ramène dans des moments où parce qu'on est à la tête de l'entreprise ensemble, mais il y a ce côté-là qui est réconfortant quand même au quotidien de savoir que j'ai une épaule sur qui me reposer ou il y a des moments où je me sens toute seule, ben Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on parlait de santé mentale, puis sans vouloir revenir nécessairement sur le sujet, mais on voit quand même dans les dernières années que certains entrepreneurs en ont plus parlé publiquement, des entrepreneurs qu'on connaît. Notre premier podcast à nous, quand on a lancé Les Judicieuses, portait sur la santé mentale. Julie avait livré son témoignage à ce moment-là parce qu'elle elle avait passé par un bout de plus rough en 2023. Puis on se parlait ensemble, puis moi, je m'étais sentie seule parce que, pas parce que j'étais pas toute seule, je veux dire, il y avait plein de collègues de travail qui étaient là, qui m'aidaient, mais les bouts rough qu'on passe ensemble, tu sais, moi, en sachant que Julie était plus fragile, je les amenais moins. Fait que, tu sais, la solitude... Tu me préservais. C'est là aussi qu'elle était. Donc, je pense que pour les gens qui ont moins ça en eux, la solitude, justement, sont peut-être pas faits pour être gestionnaires à ce moment-là parce que ça vient un peu avec. Ça vient un peu avec. Oui. À quel point un leader influence l'ambiance, la culture puis la performance dans une entreprise? Il y a beaucoup de choses dans cette question, la culture et la performance. D'abord, j'aime ça reconnaître la force de la culture. On dit souvent que la culture mange des planifications stratégiques pour le petit déjeuner. Alors, j'ai entendu cette expression. On l'entend peut-être plus souvent en anglais, mais ce que ça vient dire, c'est on a bien beau faire tous les beaux plans que vous voulez, des planifications stratégiques et des lacs à l'épaule et surtout tout ce que vous voulez. À la fin de la journée, là, c'est la culture qui va faire que ça va fonctionner ou pas. Parce que si vous avez une équipe qui est en mode protection, une équipe qui ne veut pas avancer sur quelque chose, ça va créer beaucoup de résistance. Alors, j'aime ça mettre de l'avant l'importance de la culture qui est souvent plus abstraite pour bien des gens par rapport aux objectifs et aux résultats. Ceci étant dit, dans la même culture, il y avait l'influence du leader sur cette culture parce que je pense que typiquement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a souvent commencé à travailler seul au départ, puis après ça, l'entreprise a grandi. Donc, la culture, elle est éminemment teintée de la réalité des couleurs de cet entrepreneur. Alors, je pense que le lien est direct entre la culture et l'entrepreneur. Puis, comme on dit, à ne pas sous-estimer. Maintenant, est-ce que le leader influence les résultats? J'aime beaucoup, beaucoup. Selon moi, la réponse, c'est oui. Mais j'aime oui parce que c'est avec le verbe influencer et parce que ça permet de réaliser que les résultats eux-mêmes, ils proviennent d'abord des équipes. La génération, ce qui crée la valeur de l'organisation, ce sont les équipes. C'est le fun de le remettre au centre de la conversation pour reconnaître l'importance que ça a puis les valoriser également. Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête sur ce sujet-là. J'aime ça. Moi aussi. Quelle erreur que les meilleurs boss continuent de faire par automatisme en ce moment, selon toi? Je pense pas qu'il y a nécessairement un seul comportement. Je pense que c'est l'inéquation entre les forces et la nature et les réflexes de gestion du gestionnaire et les besoins de l'équipe. Donc, pour moi, toute erreur d'arrimage est problématique. À la fois, le gestionnaire qui est resté trop longtemps dans la période où elle pense que aider l'équipe techniquement, c'est ce qui va être utile, alors que c'était vrai au tout début de l'histoire. Mais une fois que l'équipe a progressé, le boss, tu fais du micromanagement, tasse-toi de là, fais-nous confiance, que c'est ça, ce niaisage-là. Au même titre qu'un gestionnaire qui ferait très, très confiance et qui serait très absent, parce que si l'équipe, elle a le besoin de plus de guidance, on va avoir une équipe qui va dire
Ben oui, mais le boss, il n'est jamais là, il est pas accessible, il n'est pas disponible. Nous, on ne sait pas trop quoi faire, on se sent laisser à nous-mêmes. Fait que j'aime cette À nuance en se doser, disant, ouais. il n'y a pas une seule chose, mais de faire toujours la même affaire et de ne pas s'adapter aux besoins de l'équipe, c'est ça la plus grande erreur. Et la raison pour laquelle les gestionnaires sont happés dans ce piège-là, c'est que cette chose qu'ils continuent de faire, c'est celle qu'ils aiment faire. C'est la chose dans laquelle ils sont bons. Confortable. La zone de confort. Exactement. Alors, il faut résister au piège de tomber dans faire ce qu'on aime tant faire pour accepter qu'un rôle de leader, et là, je vous le dis dans mes mots à moi, mais être un patron, c'est accepter de voir d'autres en train de faire ce qu'on aimerait tellement être en train de faire nous-mêmes, réaliser qu'ils sont moins doués que nous, puis trouver ça le fun. Mmh. Dans C'est ces bien dit. 3 phrases, il y a tout. Avoir une équipe, s'émanciper, s'épanouir, apprendre, devenir autonome en passant ses compétences pour soutenir une équipe. C'est ça, être un leader. Puis quand on arrive à trouver notre valorisation dans dans cette fin d'histoire, là, je pense que c'est le début d'une belle histoire pour l'entreprise. Mais en même temps, c'est intéressant parce que on lit souvent ou on voit souvent ou on fait souvent l'erreur de dire parce qu'il est bon dans ses compétences, il va être bon gestionnaire. Pas tout le temps le vrai, là. Hey, je dis, tu es tellement dans l'air du temps présentement. Tu nommes ça puis tu me fais penser au principe de Peter. Ça émane d'un livre qui avait été écrit en 1969 par M. Peter, justement. Mais toujours est-il, c'était le propos du livre que les gens sont toujours promus jusqu'à leur point d'incompétence. Ouais. Et la raison pour laquelle je dis que c'est dans l'air du temps, c'est que récemment, le magazine The Economist vient tout juste de publier, fait quelques OK. jours, un article qui reportait une mise à jour de ces études-là. C'est-à-dire qu'il y a des universités qui ont repris ce principe-là récemment, puis sont allés voir est-ce que c'est encore vrai que ça ne fonctionne pas. Et ça confirme. Que ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. De prendre Oui. la meilleure personne puis la promouvoir gestionnaire d'une équipe, ce n'est pas la bonne façon de Fait que faire. Peter, il a encore raison, là. Ben, combien de fois il y a eu des directeurs des ventes que c'était ton meilleur vendeur que tu nommais directeur des ventes puis qui gérait ton équipe? Ça fonctionnait pas. C'est un Ben, moi, j'ai loaner vu de plus de performance. flops que de Exact, parce que réussite. c'est des loaners. Ben, dans ce cas-ci, Oui. c'est des loaners de performance. Il voulait, lui, performer. Ouais. L'autorité nourrit-elle souvent l'ego? Moi, en tout cas, personnellement, je vais parler pour moi parce que j'ai moins d'études scientifiques sur le sujet que j'ai consulté récemment, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un très grand piège. Prendre une décision basée sur l'ego, c'est le pire des conseillers. Puis moi, j'essaie vraiment d'être très consciente, d'où mon grand intérêt. Je partage aux auditeurs, mais avant de commencer notre conversation tantôt, j'ai pris le temps de nous demander c'était quoi notre intention aujourd'hui. C'est toujours tellement important pour moi que l'intention, c'est pas tourner vers nous, en tout cas, je vais parler pour moi, vers moi, mais bien dans quelle mesure et comment on peut outiller, aider, accompagner, inspirer les gens qui vont nous écouter. Puis pour moi, cette intention m'aide. C'est un peu comme un gardien de l'ego. Mais quel piètre conseiller cet ego. Si j'avais une baguette magique, c'est une des choses que j'enlèverais de Tu ma le vie. congédierais, lui. Oh! Il fait pas partie de ton équipe. Je trouve que c'est Ouais. vraiment de mauvais conseils. Est-ce qu'un boss peut être vulnérable, justement, sans perdre sa crédibilité, selon toi? Hey, je l'aime la question, Julie. Puis moi, je la poserais à l'inverse. Vas-y. C'est-à-dire, un boss pourrait-il être crédible sans être vulnérable? Oh, j'aime ça. Et je pense que je dirais non à cette question. Je pense qu'on connaît tous les travaux de Brené Brown qui nous expliquent au niveau de la vulnérabilité que d'être vulnérable, ce n'est pas de ne pas prendre de risques, mais bien de s'ouvrir, de s'ouvrir émotionnellement parlant, de prendre le risque d'être accepté par ses équipes, jugé, peut-être ostracisé par ses équipes, tout comme prendre le risque de créer des ponts de confiance puis de nourrir une relation qui va être utile pour la suite. Puis pour moi, je pense qu'il n'y a pas de crédibilité s'il n'y a pas de vulnérabilité. Je suis contente d'entendre ça. Mm. Parce que j'ai un exemple à te donner très, très concret. Justement, elle parlait tantôt d'un retour dans le temps en 2023, ce que je suis tombée les 2 genoux à terre, si c'est pas même j'ai frappé un mur. Et je me suis posé longtemps la question à savoir est-ce que je devrais prendre un moment pour rencontrer mes gestionnaires, ma gang de comité de gestion pour leur dire dans quel état que je suis puis que j'ai besoin d'eux. Et ça a pris quelques semaines avant que je me décide, puis on en a discuté, Judith et moi, puis je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Pour vrai, à quel point ça a solidifié encore plus l'équipe, unifié l'équipe, ça a été incroyable. Puis je me suis posé la question si ça avait été la bonne chose à faire. Mais avec le temps, j'ai aucun regret. Puis je pense que là-dessus, on excelle quand même assez bien dans le sens qu'on n'a pas peur de montrer qu'on est vulnérable à l'occasion.
C'est souvent, c'est drôle parce que tu sais, parfois, il faut prendre des décisions difficiles dans des entreprises, puis, tu sais, on l'a dit, là, on reste des êtres humains, là. Oui, c'est difficile, des discussions sont difficiles, tu sais, parfois, on a aboli des postes, et ça nous fait de la peine. Moi, ça me fait de la peine de faire ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez eux le soir puis qui aura plus de job. Puis, tu sais, tu veux être comme dur, pas dur, mais tu veux être Forte. en contrôle, je vais dire comme ça. Tu veux être en contrôle, mais en même temps, à un moment donné, l'être humain embarque. Puis, tu sais, l'exemple que Julie donne, c'est que tu veux pas déstabiliser tes équipes en disant, là, votre capitaine du bateau, en ce moment, il est pas aussi solide que d'habitude. Tu te dis, ben là, les équipes vont-tu crasher ou ils vont au contraire se serrer les coudes? C'est ça qui est arrivé Ça a été dans cette incroyable. situation-là. Mais oui, tu sais, veut pas. l- Je pense que la réflexion, c'est souvent de pas se dire, je veux pas me montrer ma vulnérabilité, mais je veux C'est pas l'impact. Ouais. inquiéter mes gens. Je pense que c'est peut-être plus ça que le questionnement qu'on se pose. Je pense pas que c'est le côté vulnérable plus de déstabiliser les équipes. En tout cas, ce qui me Oui, concerne, c'est tout à plus fait. ça. Et moi, je mets la loupe là-dessus. Je trouve ça tellement inspirant, cette conversation. Puis d'abord, tu sais, Julie, bravo, merci de le nommer. On en a tellement besoin comme entrepreneur d'avoir des gens qui en parlent, qui le nomment. C'est pas juste des chiffres, ces affaires-là. Je pense que tout le monde a déjà mis un genou par terre. Puis c'est confortant quand des gens le disent. Alors, tu sais, pour tous les gens qui écoutent, merci, Julie. Puis l'autre chose que j'aime de faire en parlant des mythes tantôt, c'est la croyance là, que moi, comme gestionnaire, je vais pas bien, mais personne ne va s'en rendre Ouais. compte, Non, hein, non, mes c'est ça. gestionnaires. Ben C'est oui. faux, ça. Mais ça, c'en est une autre. Là. Ah oui, ils sont si coco lapin que ça. Vos Ouais, gestionnaires c'est ne verront Non. rien là, de votre non-verbal puis tout ça. Ben, Ben tu sais voyons quoi, donc. Annie? C'est comme ça que ça a commencé la réflexion parce que Julien allait moins bien. Puis à un moment donné, moi, j'ai dit, mais là, les gens, ils posent des questions. Tu sais, ils voyaient bien là, que ça allait pas comme d'habitude. Julie, c'est un feu d'artifice du matin au soir dans le bureau. Mais là, le pétard, Il était pas mal il y éteint. avait plus beaucoup d'étincelles. Fait que, Ouais. tu sais, effectivement, tu l'as dit. Les gens, ils savent, même Ben, si tu dis pas. les gens, ils sont déjà insécurisés. Voyons donc. Alors, je prends beaucoup plus pour la transparence, la vulnérabilité, des conversations d'humain à humain. Et y aura-t-il des gens qui vont être insécurisés dans une telle conversation? Possiblement. Ouais. Moi, je soupçonne qu'ils l'étaient déjà ou qu'ils l'auraient été de toute Ouais, c'est façon. ça. Alors, mais là, ça permet d'avoir la conversation autour de l'insécurité, puis comment on va gérer la suite des choses. Ouais. Sinon, c'est demander aux gestionnaires d'emporter ben trop sur Ah leurs non, épaules. C'est pas humain. Ouais. De... Puis merci, ça prend des modèles comme ça. Ben, Merci. merci, c'est gentil. C'est quoi pour toi un leader émotionnellement intelligent? Ah, c'est le fun parce qu'on parler d'intelligence. On a beaucoup d'intérêt puis d'appétit présentement pour l'intelligence artificielle. Oui. Puis je trouve qu'on oublie de parler d'intelligence humaine, Oui, d'intelligence sociale, ce qui est souvent un synonyme pour l'intelligence émotionnelle dont tu faisais mention tantôt. Et même J'aime ça de l'intelligence sociale. Moi aussi. l'intelligence sociale. Puis moi, j'aime bien aussi parler d'intelligence manuelle, hein, pour reconnaître les gens qui ont l'autre type Oui, de oui, compétences, hein, mais tout à dont je fait. trouve qu'on ne parle pas suffisamment ces temps-ci. Mais toujours est-il, je reviens, l'intelligence sociale. Pour moi, quelqu'un qui est socialement intelligent ou qui a de l'intelligence émotionnelle, c'est d'abord quelqu'un qui va être capable de se connaître et de reconnaître ses propres émotions en temps réel. Donc, il y a une question de connexion, de présence. On peut l'appeler comme vous voulez. Il y a des gens qui vont dire sont groundés, sont enracinés, sont dans l'instant présent. Toutes ces bonnes réponses. Donc, quelqu'un qui est conscient de ses émotions, quelqu'un qui est habile à réguler ses émotions, naviguer ses émotions. Et là, quand on arrive à faire ça, même si c'est pas très sexy, parce que vous me direz, oui, mais c'est un gestionnaire d'équipe, là, il y a une équipe derrière ça. Mais quand on débloque ces deux premières portes, ça nous permet d'être, après ça, doué pour percevoir, lire, comprendre, anticiper, faire preuve d'empathie en lien avec l'émotion de l'autre. Plus nous sommes sensibles à nos propres émotions, meilleur on devient pour être capable de connecter sur l'émotion des équipes, des autres personnes, puis ensuite d'aider les autres à naviguer leurs émotions. Et pour moi,
Ça semble 4 petites choses bien simples. C'est loin d'être si simple que ça. Ouais. Mais pour moi, c'est les racines d'un leader qui va avoir de l'intelligence sociale, de l'intelligence émotionnelle, qui va être capable... Tantôt, ton mot, c'était joli, qui va être émotionnellement intelligent, Ouais. c'est ça? Pour être capable d'avoir des conversations. Vous savez, les conversations techniques en lien avec le travail sont sympathiques, intéressantes, peut-être intellectuellement challengeantes, Oui. mais sans plus. C'est Mhm. pas elles qui nourrissent des liens humains forts de confiance. Puis à la rigueur, je dirais qu'ils donnent du sens à notre travail. Bon, on va déployer certains efforts pour plaire à un client, oui, mais il y a un moment où on va... C'est pas un bilan puis un chiffre sur un bas d'un fichier Excel qui compte, qui donne du sens à notre travail. Ce sont les humains, les gens qui nous entourent, les clients, les communautés qu'on sert. Alors, pour moi, un leader qui est intelligent, socialement intelligent ou qui est émotionnellement intelligent va être capable de débloquer cette conversation un petit peu plus souvent profonde. D'abord, souvent en parlant de sa propre expérience à lui ou à elle, puis de connecter avec les humains à ce niveau-là. Puis là, ultimement, ça crée du sens, ça crée des relations de confiance et ça crée des équipes qui sont soudées, qui sont authentiques ensemble. C'est le début d'une belle histoire. T'en Oui, rencontres oui. souvent des leaders comme ça? Hey, c'est drôle, on pose Ou c'est une quelquefois... denrée rare? Hey, vous savez, moi, quand je ne suis pas à votre micro, là, ce qui me permet de payer mon épicerie, c'est que j'ai une firme, puis on fait beaucoup de formations puis de conseillers en ressources humaines. Et j'en forme des gestionnaires pour qu'ils développent cette intelligence émotionnelle. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Donc, je vois beaucoup de gestionnaires en quête d'amélioration ou en éveil par rapport à ça. Puis ça fait quelques fois récemment qu'on me pose cette question, puis ça me fait réaliser, j'ai beaucoup de gratitude à la vie parce que moi, comme j'œuvre dans un monde beaucoup avec des formateurs, on est tous des gens qui ont été formés en intelligence émotionnelle, en coaching, en accompagnement. Alors, oui, j'en rencontre souvent parce que moi, au quotidien, les gens qui m'entourent, on a tous ce vocabulaire, ces réflexes, cette façon de s'exprimer. Mais me poser la question me fait réaliser que c'est peut-être quelque chose qui est plus proche de ma réalité que peut-être Ouais. l'ensemble des De employés. façon générale. Ben, tu sais, en même Merci. temps, moi, j'ai envie d'y aller champ gauche. Ça arrive-tu des fois que tu rencontres des gens et tu te dis, ça ne fonctionnera pas, l'intelligence émotionnelle pour ces gens-là? Il n'y a rien à faire. Ils sont intrinsèquement pas faits comme ça. Je peux comprendre que de l'extérieur, on peut avoir cette impression-là, mais pour accompagner certains gestionnaires, notamment en coaching, donc ça, c'est les cas lourds, là, les cas qui vraiment, c'est beaucoup difficile. Vous savez, c'est derrière une porte fermée, ces gens-là nous disent souffrir. Ah, c'est sûr, c'est plus vulnérable, j'en suis convaincue. Ben oui, parce qu'ils voient que les autres connectent ensemble, ils voient la complicité entre les autres personnes, puis ils le sentent qu'eux ne font pas partie de la gang, parce qu'eux restent toujours sur des propos qui sont très intellectuels, des faits, des données, puis ils ont de la difficulté à connecter avec la notion d'émotion. Alors, souvent, derrière la porte, c'est pas « t'es tannante, tasse-toi, je veux rien savoir ». Au contraire, ils nous disent « Hey, explique-moi vraiment qu'est-ce que je comprends pas. » Puis peut-être au risque de vous faire sourire, mais je me souviens d'une personne que j'avais accompagnée. Puis au début, une huître, là, c'était fermé. C'était les cas lourds, là, les cas Ouais. Puis la personne, elle m'avait dit à la fin, tu sais, si j'avais eu ces interventions-là plus tôt, il y a 2 ans, aujourd'hui, je ne serais pas divorcée. Ça Mon m'avait Dieu, touchée. ben oui, mais ça... Donc, il y en a qui Ça se sont travaille. d'apparence Ouais. difficiles, mais il y a Ils un sont cœur pas. derrière tous les humains. Ouais. C'est ma Donc, croyance. ça se développe. Ça se développe. C'est quoi un bon boss pour toi en 2026? Ah là 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 là! Hey, ça, c'est difficile pour moi. Je vais faire preuve d'humilité puis de vulnérabilité parce que je vous disais tantôt, je l'enseigne, je le coach, j'ai écrit un livre sur le sujet. Ben oui. Devrait être pas pire rendu là. Ah oui. Puis il y a des jours où je me trouve pas si pas pire que ça, même moi, personnellement. Donc, c'est comme je vous dirais, je pense que c'est une quête. Tu sais, la différence entre un objectif et une quête, c'est un souhait, une direction. Il y a quelque chose derrière ça pour moi, être un bon boss, parce que c'est pas une seule définition d'une seule personne. C'est toujours en lien avec les autres personnes autour. Et la formule, telle des parents, là, si vous êtes des parents, on peut être parent de plusieurs enfants, puis la même formule ne fonctionne pas pour tous les enfants. Tout à fait. Puis même dans la vie, ça évolue. Même chose pour les équipiers. Moi, je suis toujours à me repositionner dans cette posture-là. Mais les ingrédients de base derrière un bon boss, je vais en dire 2 là, qui règlent 80 du problème. Boss, dis-le quand ça va bien, puis dis-le quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donne des objectifs clairs, donne de la rétroaction, puis permets aux gens de s'améliorer.
quand je regarde les statistiques au Québec, on a plus de 84 des employés qui disent ne pas savoir ce que leur gestionnaire attend d'eux. Hey. 84 des employés ne savent pas ce que le monde attend d'eux parce qu'ils n'ont pas assez de rétroaction, ni positive ni négative. Alors ça, pour moi, c'est une clé qui est facile. Là. On se penche puis on la ramasse. Hey, c'est beaucoup. C'est 95, énorme. c'est quasiment. énorme. Oui. Énorme. Puis là, vous me direz, tu sais, aujourd'hui, on fait un podcast. Là, mais tu sais, si vous êtes responsable d'un podcast, allez vous dire, ben là, ça me semble pas si compliqué que ça. Là. Tu réalises un podcast, tu sais ce que tu as à faire. Mais quand on va en périphérie, les gens ont des doutes. Est-ce à moi de peaufiner telle chose? Est-ce correct quand je m'adresse à quelqu'un de cette façon-là? Ouais. Comment dois-je... Puis c'est ça qui reste. Ils restent avec des flous, ils restent avec des points d'interrogation, puis ils ne se sentent pas confortés dans l'ensemble de leurs responsabilités. Donc, l'ADN d'un bon leader. Dis-le quand ça va bien, dis-le quand ça va pas bien. Mets tes culottes de boss, fais preuve de courage, puis assure une certaine équité dans l'équipe. Là, je souligne le mot équité qui, à mes yeux, n'est pas égalité. Je ne dis pas fais la même chose avec tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de la même chose en même temps. Mais il faut être équitable. C'est que tout le monde dans la même situation aurait le droit aux mêmes privilèges. Donc, le plus possible, le bon gestionnaire, il travaille sur des objectifs. Dis-moi ce qu'on doit accomplir, puis on donne la flexibilité sur comment on va s'y prendre pour s'y rendre. Juste ça, Judith, là. Hey, c'est pas long, là. Je sais pas pourquoi les gens remplissent des bibliothèques de livres sur comment être un bon boss. Juste maîtriser ça, ça fait la job. On a fait un paragraphe, nous autres, on vient de régler un bon 80-90 du problème. J'aime ça. On l'applique dès demain matin, on devient parfaite à 100 Oui. C'est 80 Ouais. Fait qu'il reste un petit 20 à travailler. Comment l'autorité d'un boss est-elle perçue par la génération Z? Parce qu'on est beaucoup dans les générations en ce moment, puis les clashs de génération. Il se passe deux choses. À la fois, on a une génération qui s'attend de leurs patrons, qu'ils exercent un leadership de proximité, qu'ils soient proches d'eux, qu'ils s'adaptent, qu'ils soient vraiment en mode coaching, aider, développement, formation. Donc, la notion d'autorité, de venir me dire quoi faire, ça vient avec, mais encore faut-il que le patron ait vraiment bien rempli toutes ses premières missions pour qu'il y ait de l'espace pour accepter quelque chose qui soit sous l'effigie de l'autorité. Donc, déjà là, ici, il y a une incompréhension. Mais l'autre élément, c'est que j'entends souvent des membres de la génération Z dire « Hey, eux autres, ils ont trouvé ça dans des récents bouquins, des vieilles études. Là. Ils parlent de sécurité psychologique. Ils viennent de découvrir Amy Anderson de l'Université Harvard, qui avait écrit, d'être la première à avoir écrit sur la sécurité psychologique. Puis là, ils se disent « Hey, boss, moi, là, on a beaucoup parlé d'EDI dans les entreprises, équité, diversité, inclusivité. On a parlé de sécurité psychologique. Pour que je sois performant, tu me dois de la sécurité psychologique. Fait que là, patron, si tu viens me dire quelque chose qui me déplaît, soit tu utilises son autorité, soit pour me demander de faire quelque chose qui me déplaît, soit pour me donner une rétroaction qui me déplaît, peu importe, il conclut que ce n'est pas adéquat parce que ce n'est pas de la sécurité psychologique, ce n'est pas de l'inclusivité. Puis là, ils vont se mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Alors, pour moi, les deux parties ont à apprendre. À la fois, les gestionnaires ont à vraiment bien comprendre que les attentes de ses employés, c'est beaucoup à travers un gestionnaire coach, un accompagnement, de la proximité, de l'accommodement pour permettre d'utiliser la carte d'autorité. Et à la fois, une génération qui doit apprendre que la sécurité psychologique puis de l'inclusivité, ce n'est pas de ne jamais se dire des choses qui nous déplaisent ou s'assigner du travail qui nous déplaît. Ben non. Ton patron est tout à fait légitime, même elle se doit de te donner ces commentaires-là. Oui, comme on le disait tantôt, on va être sensible sur le comment la personne va le faire. Maintenant, la sécurité psychologique, c'est ce qui te permet d'avoir la conversation dans un climat de confiance, pour être confortable dans la situation. Mais ce n'est pas une voie de sortie pour justifier la sous-performance ou éviter tout ce qui peut être autoritaire. Non, c'est ça. Donc, on a deux parties qui ont, selon moi, une évaluation, une compréhension des termes qui a à évoluer pour trouver ces passages, ces voies de passage entre les deux. Si on parle de ton parcours à toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile en tant que gestionnaire? J'ai l'impression que les apprentissages que j'ai faits, je les ai tous faits à la dure. Mais Dieu que j'ai commis des erreurs. J'ai été très jeune gestionnaire. J'avais 21, 22 ans quand j'avais été promue gestionnaire d'une équipe à l'époque dans un bureau de comptable. Là. Mais ma foi, je pense que aujourd'hui, là, pour en faire mon champ d'expertise, je pense que je les ai tous commis, ces erreurs-là. Je pense qu'à ce jour, c'est trouver de la paix dans cette posture qui est changeante, puis aussi de l'auto-bienveillance, de s'accorder le fait que je
Je ne l'aurai pas toujours bon tout le temps, même si j'ai écrit un bouquin, même si je l'enseigne, même si je le coach. Moi aussi, je suis en expérimentation, essai-erreur avec les gens qui m'entourent. Puis moi aussi, les gens qui m'entourent, ils évoluent dans la vie. Il y a 2 ans, ils ne réagissaient pas de la même façon qu'aujourd'hui. Quand j'enseigne, j'explique souvent aux gens qu'en matière de gestion, c'est la moyenne au bâton qui compte. C'est qu'on n'aura jamais 100 Des matchs blancs, là, on n'en a pas ça souvent. Mais en général, quand on en a plus de bons coups que de mauvais coups, c'est comme ça qu'il faut garder, c'est sur ça qu'il faut s'aligner. Quand on a des moins bons coups, mais on revient avec la conversation, l'ouverture, la vulnérabilité, puis on vient reconnecter les ficelles, les ponts qui ont été défaits. Alors, je pense que ce que je trouve encore plus difficile à ce jour, pour moi, c'est d'accepter que c'est une question de moyenne au bâton. On dirait que j'aimerais ça pour moi avoir 100 à toutes les fois. C'est une ça. médaille d'or. Comment ta vision du pouvoir a-t-elle évolué avec le temps? Plus le temps passe, plus je comprends que c'est un mirage, cette histoire-là de pouvoir. C'est que au début d'une carrière, souvent, on regarde les patrons vers le haut, on regarde le haut de la hiérarchie, puis on fait « Hey, eux autres, ils décident », puis comme si on pourrait perdre notre job demain matin, comme s'il n'y avait pas de droit du travail au Québec. Puis je pense que plus j'évolue, plus je réalise, surtout quand tu deviens gestionnaire de gestionnaire, gestionnaire de gestionnaire de gestionnaire, là, que c'est beaucoup une question d'influence. Et parce que dans l'étymologie du mot influence, par définition de l'influence, il faut que les deux parties veulent. Utiliser de l'autorité dans ce contexte-là, c'est de plus en plus, je trouve que c'est pas toujours adéquat. Donc, c'est toujours une question de bonne foi. Puis plus j'avance, plus je me dis que l'autorité, si elle est vraie, elle est très éphémère. Quelqu'un ne peut pas fonctionner comme ça longtemps. Alors, je parle surtout pour les changements. Je ne parle pas ici pour les écarts de performance, tout ça, mais pour l'évolution, l'avenir, l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'organisation. C'est beaucoup une question d'influence. Alors, j'ai l'impression que c'est un mirage d'autorité, que plus on est en haut, plus on réalise qu'on n'a pas beaucoup d'autorité, de pouvoir. Pas d'autorité, mais de pouvoir direct. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans le monde du travail actuellement? Ah, là, voulez-vous aller vous chercher un café? On n'a pas parlé de mon background académique au début, mais j'ai une multiple formation. J'ai usé les bancs d'école, on va dire ça comme ça, incluant une formation en macroéconomie, c'est la majeure de mon baccalauréat. Quand je m'intéresse aux indicateurs macroéconomiques du Québec, il y a des choses qui me préoccupent un petit peu. J'observais encore récemment qu'on a créé en 2025 davantage de postes dans la fonction publique que dans les entreprises privées. Ça me préoccupe. On a maintenu un taux de chômage très acceptable, puis je pense qu'on a tous envie de se donner une tape dans le dos. Bravo à nos leaders, bravo à la population d'avoir maintenu un taux de chômage qui était somme toute très raisonnable, considérant la situation avec les voisins du Sud puis les barrières tarifaires. Mais quand je creuse, j'observe que c'est principalement parce qu'on a réduit la population active en réduisant l'augmentation, l'immigration. Fait que c'est comme je me dis, des fois, j'ai un petit peu l'impression qu'on a une bonne économie. On fait le maximum avec ce que nous avons. Je pense que nos leaders prennent les bonnes décisions, mais j'ai un petit peu l'impression qu'on a une économie qui tient avec des bouts de fil puis beaucoup de pensées positives. Il y a beaucoup de duct tape là-dedans. Fait que ça m'inquiète un petit peu. J'ai aussi des préoccupations pour la productivité au Québec. Ça me déçoit, mais ça me peine profondément de voir que l'augmentation de notre productivité se compare si négativement avec l'Ontario, avec nos voisins du Sud. L'Ontario, je voyais récemment 17 de déficience. On est 17 moins productifs au Québec qu'en Ontario. 30 moins productifs qu'aux États-Unis. Ça me préoccupe beaucoup. Puis, en fonction des économistes, on peut avoir des points de vue différents à se dire est-ce que c'est la productivité elle-même? Mais quand on regarde l'amélioration de la productivité, ça, c'est un fait. On est défaillant. Fait que si je fais, par exemple, je prends les pays de l'OCDE, on est 19e. Fait que déjà, c'est pas extra, là. On est un peu... Puis là, si les gens nous voient, là, la courbe, au début, c'est une courbe qui descend rapidement. Les pays les plus productifs, sont très élevés, productifs, ils sont très... Il y a un clash. C'est ça. Là. Puis à la fin, c'est comme une petite queue, puis ça finit pas mal pareil, blanc bonnet, bonnet blanc. C'est pour ça que quand je regarde le Québec dans le Canada, on est encore en bas de la moyenne du Canada. Fait que c'est ça, moi aussi, Julie, je fais comme « Hey, on n'est pas plus saut que personne, là. » Non. Puis j'entends, là, tu sais, ça dépend de la constitution de notre économie, puis parce que nous, on a beaucoup de PME, puis parce qu'on a beaucoup de matières premières, puis je sais tout ça, là. Mais... Il y a un moment où je regarde la situation puis je me dis, c'est comme l'enfant qui va à l'école puis qui revient puis c'est toujours la cause du prof. Il y a eu 0 dans son examen, mais le prof l'avait mal expliqué. C'est que moi aussi, je suis capable d'entretenir une discussion. On va expliquer pourquoi, de tout et comment tout le temps, là. Mais je finis par conclure que
tous les professionnels ne peuvent pas avoir tous tort puis qu'on est si extraordinaire dans notre productivité. Mais là, je m'en allais te faire une passe à la palette. C'est à cause du boss qu'on n'est pas assez productif? C'est le boss, le problème? Ça se peut. Il y a une question de patron, possiblement, bien qu'en général, je suis somme toute assez fière de notre culture de leadership au Québec. Il y a des parties institutionnelles là-dedans, mais les statistiques nous démontrent que c'est d'abord parce qu'il y a une défaillance au niveau de nos investissements en technologie. Certainement notre structure. Nous, on a beaucoup de notre économie portée par nos PME. Et nos PME, bien, c'est un petit peu plus difficile. Les élastiques sont tirés. Fait que c'est plus difficile d'intégrer des projets de recherche et développement et de technologie et d'intelligence artificielle. Et là, quand je vais dire la phrase suivante, au Québec, nos entreprises PME ont un déficit au niveau de l'intégration de l'intelligence artificielle comparé aux PME ontariennes. Là, il n'y a plus de raison. Là, aidez-moi quelqu'un. Ouais. Fait que là, ça me préoccupe. Moi, je veux nous voir en tête de peloton. Je veux une économie qui est forte. Je veux de la pérennité pour nos emplois et nos systèmes sociaux. Et je pense que ça passe par la création de plus d'emplois dans nos entreprises privées. Puis, il faut vraiment y porter un œil, là, parce que là, j'ai peur. Ça me préoccupe. Peut-être pas peur, mais ça me préoccupe. Ça te préoccupe. Mais est-ce la faute des patrons? J'aime mieux cette question-là que est-ce la faute des syndicats? Seulement, c'est ça la question qui suit. Mais quand je regarde notre culture de leadership au Québec, je trouve que possiblement dû à notre situation géographique où on est un peu européen, français, mais aussi nord-américain à cause de notre continent, ça fait qu'on a une culture qui allie, à mes yeux, selon moi, l'humanité dans notre gestion et la performance. Et je pense que même ça nous distingue, et ça, c'est une carte qu'on pourrait jouer encore plus au niveau international. On parlait tantôt de notre productivité, notre concurrence, notre capacité d'être concurrentielle. Pour moi, ça, c'est quelque chose sur lequel on doit tabler. Puis je suis fière de cette façon dont on intègre en général le leadership au Québec. Puis à l'inverse, qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Notre grande résilience. Notre économie qui est forgée de PME. Alors, parce que mathématiquement, on a beaucoup de joueurs, c'est comme n'importe quoi, on va en avoir qui vont gagner. Fait que ça, je trouve que ça solidifie. Je suis très fière, je disais tantôt, de notre posture de leadership. Je suis très fière de la qualité du travail qui est réalisé ici. Là, tantôt, parce que je vais prendre le temps de mettre la lumière sur ça. Tantôt, je parlais de notre productivité, puis il y a des gens qui entendent « Ah, elle dit qu'il faut qu'on travaille plus fort. » Travaillant, oui. C'est pas ça. Moi, je pense qu'au contraire, on tient des entreprises sur nos épaules, là, parce que les élastiques sont très, très étirés, puis c'est grâce à des travailleurs fantastiques que tout ça fonctionne. Quand on regarde le mot productivité sous l'angle de l'économie, ce que ça veut dire, c'est la quantité de biens ou produits, biens et services produits, donc notre PIB, divisé par le nombre d'heures travaillées. Donc, ça ne dit pas de travailler plus fort. C'est pas ça mon souhait pour le Québec. Mon souhait pour le Québec, c'est que chaque heure travaillée soit plus performante. Travailler mieux. Travailler mieux, travailler plus efficacement, intégrer davantage d'automatisation, d'intelligence artificielle, puis maintenir les compétences des gens puis leur employabilité pour continuer de porter des entreprises à succès. Puis moi, à chaque fois que je rencontre un entrepreneur, d'abord, j'ai envie de dire merci, tu fais partie du poumon de notre économie. Et en plus des entrepreneurs qui vont chercher des devises étrangères puis qui ramènent au Canada, donc qui viennent bouger notre balance commerciale positivement pour nous. Écoute, on leur doit à eux et leurs équipes, je trouve, de grands remerciements puis beaucoup de respect. Moi, c'est ce qui m'anime. Ouais. Donc, tout ça, ça me rend fière, puis tout ça, ça me donne beaucoup d'espoir, absolument, la qualité de nos équipes de travail ici, puis notre passion. On est déjà rendu au dernier segment, Annie. Je ne sais pas si tu as déjà écouté Les Judicieuses, mais on a un segment, la question col roulé ou la question décolletée. On te laisse deviner qui pose laquelle aujourd'hui. Tu as un bon indice. Ça fait partie de notre dynamisme à Judith et moi. La question décolletée, c'est un petit peu plus audacieuse et la question col roulé, ben, est un peu plus sérieux. Ouais. On dirait ça de même. Et juste à ce jour, on est rendu à une vingtaine d'invités. Oui. Ils ont tous accepté les deux. Donc, on souhaite qu'Annie Boilard puisse brise accepter. pas la chaîne, Annie. Non. Sinon, tu vas être la première. Donc, on te laisse le choix. Oh, c'est moi qui choisis? Oui, avec laquelle tu veux commencer. Ah, OK, Oui, c'est parce ça. qu'on prend pour acquis que tu choisis les deux. T'as pas le choix. ça, On t'a pas donné le Pour choix. ne pas offusquer personne. Allons-y avec la question décolletée. En premier. super. Parfait. En 2026, est-ce que l'intelligence artificielle va devenir un meilleur gestionnaire d'humains que nous parce qu'elle n'a pas d'ego? J'apprécie beaucoup que l'intelligence artificielle n'ait pas d'ego. C'est vrai.
Puis gardons en tête qu'il y a des endroits où présentement, il y a des entreprises qui sont gérées que par l'intelligence artificielle. Il y a des entreprises cotées en bourse dont le titre est en croissance qui sont gérées exclusivement par par de l'IA. Donc, on ne dit pas que c'est impossible. Est-ce que l'IA en 2026 va devenir un meilleur gestionnaire que nous, les humains? À portée québécoise, là, je dirais que non. Non. Je dirais 2028, 29, 27, 28, 29, à voir. Peut-être. À voir, c'est ça. Mais là, pour l'instant, je pense que la majorité de nos entreprises, on n'est pas rendu là. J'adore, moi, l'humanité dans la gestion. Je préconise des entreprises qui sont très humaines. Fait que c'est sûr que l'IA a une petite défaillance à ce côté-là. Mais je pense qu'on aime bien se faire accroire bien des choses parce que pour avoir recherché la question, l'IA est capable d'avoir la gestion personnalisée, d'intégrer toute une législation du travail. Rappelons qu'au Québec, on a beaucoup de termes dans notre législation du travail qui incluent la raisonnabilité, donc des accommodements raisonnables, des approches personnalisées. Et l'IA se doit de respecter nos règles quand tu mets un chapeau de gestion. Et je pense que l'IA est capable d'avoir, parfois peut-être même mieux que certains humains, cette flexibilité. L'IA est aussi capable d'insuffler plus d'équité dans une équipe de travail. Fait que je fais juste dire que tout n'est pas à mettre au rencard. Sans compter qu'un patron IA, c'est un patron qui est disponible 24 heures sur 24 et à qui on peut poser et reposer la même question 150 000 fois. Et si jamais il va s'exaspérer. Là. Donc, il y a des avantages. Donc, ceci étant dit, ce que je veux dire, c'est il y a des gens qui se disent un patron IA, c'est vraiment froid puis c'est vraiment robotisé. Quand je dis que je pense que ça va nous arriver, que ce ne sera pas nécessairement les plus cancres des gestionnaires, c'est parce que je les vois très humains dans leur application. Puis j'ai l'impression que les garde-fous, pour ça, c'est notre législation qui l'impose d'une façon ou d'une autre. Mais pour l'image globale qu'on s'en fait, non. En 2026, on va être encore nous-mêmes, nos humains, des meilleurs gestionnaires. Puis, on ne se fera pas remplacer tout de suite. Non. Il nous reste 2 ans. Annie. Quelle est la critique sur ton propre leadership qui t'a fait le plus mal, mais qui était pourtant vrai? Moi, ce qui met un poignard dans mon cœur, c'est quand quelqu'un me porte à mon attention, et encore pire quand c'est avec justesse, que je n'incarne pas le leadership que j'enseigne. Évidemment, et moi, je ne veux jamais faire ça. Là. Je veux jamais. Là, pour moi, c'est une question de cohérence, c'est une question d'authenticité. Là. Je ne peux pas enseigner à des gens à faire des choses que je vais échapper moi-même. Mais on le disait tantôt, nul n'est parfait. Moi aussi, je mets un genou par terre à l'occasion. Fait que des fois, c'est vrai. Des fois, je passe à côté. Puis je suis toujours très désolée quand je réalise ça. Là. Mais oui. Mais tu es capable quand même avec humilité de dire c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Oh my God, ça m'est arrivé cette semaine. OK. Oui, c'est pas besoin d'aller loin, si loin que ça. Là. Ouais. Aussi. Le parcours d'Annie Boilard nous rappelle qu'être boss, ce n'est pas être au-dessus, c'est être responsable, conscient, capable de se remettre en question. Déconstruire l'image du leader parfait, c'est ouvrir la porte à un leadership plus humain, plus sain, plus durable. Et peut-être, enfin, à des milieux de travail où la performance ne se fait plus au détriment des personnes. Annie Boilard, merci. Merci, ça me touche, c'est des beaux mots. Merci à vous.